L'histoire que je voudrais partager avec vous est une histoire vraie qui s'est passée tout près de moi, mais dont j'ai d'abord cru qu'elle ne me concernait pas. Et puis, j'ai réalisé que j'y repensais tout le temps. Alors j'ai décidé d'écrire un livre, et j'ai compris au fur et à mesure que si cette histoire m'avait happée, c'est pas parce qu'elle me concerne moi, c'est parce qu'elle nous concerne tous. Elle a quelque chose d'universel. C'est une histoire qui raconte comment on subit et comment on peut décider de ne plus subir. Comment on se relève d'une enfance, d'un traumatisme, ou comment on se laisse au contraire déborder par la noirceur. Comment on prend, ou pas, un nouveau départ. Cette histoire rassemble deux hommes, deux avocats de Melun en Seine-et-Marne. Le premier, Henrik Vanier, 44 ans, connaît tout le monde au barreau. Ses confrères le décrivent chaleureux, généreux, au service des autres. Il a été élu bâtonnier à la quasi-unanimité, 100 voix sur 108, du jamais vu. Le bâtonnier, petit rappel, c'est le représentant des avocats. C'est lui qui les défend s'il y a des conflits avec les clients ou avec les magistrats. Le deuxième avocat s'appelle Joseph Sepeliti. Il a 20 ans de plus, 64 ans. C'est un homme chétif, voûté, solitaire, assez renfermé. Il a eu des problèmes déontologiques. Il a été suspendu du barreau parce qu'il avait encaissé l'argent de clients sans les défendre. L'histoire se passe le 29 octobre 2015. Ce matin-là, Joseph Sepeliti est expulsé de chez lui parce qu'il n'a pas payé son loyer depuis 2 ans. C'est un homme qui ne paye pas. C'est un principe qu'il applique à tout. Impôts, cotisations, assurance. À 9h du matin, après avoir remis les clés de chez lui à un huissier, il se rend au palais de justice. Il passe les grandes portes, il prend l'ascenseur jusqu'au 2e étage. Il a rendez-vous avec Henrik Vanier. Le bâtonnier l'accueille, retourne s'installer derrière son bureau. Lorsqu'il relève les yeux, Joseph Sepeliti tient un Beretta 9 mm braqué sur lui. Alors, le bâtonnier n'est pas exactement comme vous et moi, qui aurions sans doute levé les mains en l'air ou crié. Henrik Vanier, son père, était un peu voyou, bagarreur. Il a grandi en cavale pour fuir les gendarmes qui recherchaient son père. Il a connu ce que d'autres appellent la misère, lui il dit la dèche. Et donc, il lève pas les mains en l'air. Il prend la pile de dossiers sur son bureau et il la balance sur l'homme armé. La balle part quand même. Elle le touche au torse. Il est projeté par terre. Il essaye de parler. Joseph, qu'est-ce que tu fais ? Joseph Sepeliti se rapproche, il tire à nouveau. La 2e balle transperce le cou du bâtonnier, tranche une jugulaire et une partie de la thyroïde. Le sang coule, mais il ne sent pas la douleur. Il pense à ses 2 fils de 7 et 9 ans. Il voit leur visage. Il veut parler d'eux, mais il se dit non. Non. Joseph Sepeliti, ça fait partie du peu de choses qu'Henrik Vanier sait sur lui, n'a ni compagne, ni compagnon, ni enfant. C'est peut-être un regret, en tout cas c'est quelque chose qu'il ne partage pas. Henrik se demande, qu'est-ce que je partage avec cet homme ? Il se souvient qu'ils ont en commun une mère italienne. La mama, c'est sacré. Alors Henrik dit, Joseph, est-ce que je peux appeler ma mère ? Lui parler une dernière fois ? Il n'a aucune envie d'appeler sa mère. C'est une stratégie, mais ça ne marche pas. Joseph Sepeliti se rapproche d'un dernier pas. La 3e balle transperce l'épaule du bâtonnier. Sa tête frappe la vitre. Il ne calcule plus. Il sent ses forces qui le quittent. Il sait qu'il va mourir. Ces derniers mots sortent tout seuls. Joseph, épargne mon visage pour que mes enfants puissent me dire au revoir. Joseph Sepeliti pointe son arme. Puis il recule, revient, lève l'arme à nouveau. Le bâtonnier perd conscience. Dans un brouillard, il voit son agresseur déplacer un fauteuil et le poser face à lui. Il entend un dernier coup de feu. Joseph Sepeliti s'est tué. Alors je vous le disais, cette histoire s'est passée tout près de moi. Le 29 octobre 2015, j'étais au palais de justice de Melun. Au rez-de-chaussée, dans la salle des pas perdus, j'étais tranquillement en train de prendre un café avec des avocats. Mon métier, à l'époque, est de traquer le crime.
je suis reporter judiciaire. Et donc là, un meurtre sanglant vient de se passer au-dessus de ma tête et j'ai rien vu, rien entendu. Excellent flair journalistique. La nouvelle, je l'apprends par une rumeur qui envahit le hall. Un avocat a tiré sur le bâtonnier. Ils sont tous les deux morts. Je me précipite, surtout ceux qui portent la robe d'avocat ou de magistrat, pour essayer de recueillir les éléments pour un article. Ce qui m'aide, c'est que le tireur a laissé un journal intime. Il a envoyé le matin même, avant de venir au palais de justice, à tous ses contacts par mail, en leur demandant de le diffuser sur Internet. J'ouvre ce document, il s'appelle « Journal indélicat ». En fait, c'est pas vraiment un journal, c'est plutôt une succession de billets d'indignation. Il a une grosse rancœur tous azimuts. Ce qu'il déteste le plus, c'est ce qui incarne l'autorité. Les magistrats, l'État, l'administration. Pour ses impôts qu'il n'a jamais payés, c'est une cabale du fisc contre lui. Tout est complot. Il est persécuté. Je cherche dans ces pages le bâtonnier Henrik Vanier et je le trouve qu'à la fin. Il est présenté comme l'incarnation des persécutions subies. Joseph Sipiliti l'appelle par ses initiales et il écrit « Le système s'est incarné par le nouveau bâtonnier H.V. » Au moment où je lis ce journal, j'apprends la seule bonne nouvelle de la journée. Le bâtonnier n'est pas mort. On nous avait annoncé sa mort, l'information a tourné en boucle à la télévision, sa famille l'a vu. Et c'était une fausse information, une erreur dans la transmission entre les secours et un journaliste. Le démenti tombe, le pronostic vital du bâtonnier est engagé, mais il peut survivre. 5 jours après, j'entends à la radio une interview du bâtonnier. Il est encore sur son lit d'hôpital, à demi paralysé, mais il donne déjà des interviews. Quand il rentre chez lui, quelques jours plus tard, je lui envoie un message. Il me propose de venir le voir. Il habite dans la campagne, proche de Melun. Il me raconte ce qui s'est passé au-dessus de ma tête quand j'étais au palais de justice. La scène de crime, les policiers l'ont minuté grâce aux caméras de surveillance, a duré 8 minutes. C'est extrêmement long. Il me dit aussi, et ça j'ai pu le vérifier ensuite en enquêtant, qu'il ne connaissait quasiment pas Joseph Sipiliti. Ils avaient fait un rendez-vous lorsque ce dernier a eu ses problèmes déontologiques, échangé 2-3 courriers et c'est tout. Ça me stupéfait. J'ai du mal à le croire. Pourquoi un homme choisit de mourir avec un autre, les yeux dans les yeux, s'ils n'ont pas un lien ? J'ai enquêté pendant 3 ans, j'ai été voir la famille, les amis, les avocats avec cette question. Pourquoi ? À force de croiser les témoignages, j'ai trouvé, je ne sais pas si c'est la réponse, mais au moins une partie de la réponse. Une histoire d'identification, de transfert, de bouc émissaire. J'ai découvert que ces 2 hommes se ressemblaient énormément. Tous les 2 sont issus de familles modestes, des familles de maçons, leurs frères travaillent dans le bâtiment. Tous les 2 ont voulu donner un nouveau départ au destin familial. Rejouer le sort. Henrik Vanier, son père a été en prison pour des petits vols et à chaque fois la justice frappait fort. Il a grandi avec ce sentiment que la justice était dure avec les faibles et faible avec les puissants. Il a voulu devenir avocat pour sortir de prison les hommes comme son père. Mais aussi, beaucoup, pour devenir un notable, pour sortir de la classe sociale des petits, des faibles, des exploités, pour apporter à sa famille le confort et la paix. Il fait ses études sans argent, sans logement, il est hébergé à droite à gauche, et il réussit. Il ouvre son cabinet et très vite, il est en mesure de soutenir financièrement ses frères et ses parents. Joseph Sipiliti a grandi avec le même sentiment d'injustice. Une famille d'immigrés siciliens qui a connu le froid, la faim, 5 enfants. La règle dans la famille, c'est d'arrêter les études à 14 ans pour aller travailler avec le père sur les chantiers. Mais lui, il refuse.
il est caissier dans un supermarché pour payer ses études d'avocat. Dès l'enfance, il est allergique à l'arbitraire, celui des professeurs, de l'administration. Mais ce sentiment d'injustice l'accapare, le submerge jusqu'à la paranoïa. C'est plus l'autorité injuste qu'il ne supporte pas, c'est toute forme d'autorité. En refusant de payer ses taxes, ses impôts, il mène son cabinet d'avocat à la faillite. Il crée sa propre chute en partant en guerre contre tout et n'importe quoi. Un trou dans la chaussée, il fait un procès à l'État. Pas de place assise à un spectacle, il fait un procès au théâtre. Il fait même un procès à son barreau d'avocat alors qu'il vient juste de s'y inscrire. Henrik Vanier et Joseph Sipility se sont battus pour redresser le sort. Mais Henrik, lorsqu'il raconte ses épreuves, il n'est jamais victime. Il parle de combat. Joseph emploie le même mot, combat. Mais ses batailles le possèdent. Il finit par revendiquer son statut de victime. Tous les deux voyaient le monde comme une conquête. Pour Joseph, il est devenu une guerre à mener seul contre tous. Voilà pourquoi, pour moi, cette histoire est universelle. L'histoire de l'injustice qu'on subit enfant dans le déclassement et qu'on refuse et combat. Mais pour combattre efficacement, il ne faut peut-être pas donner trop de place, trop de pouvoir à l'injustice. Pour prendre un nouveau départ, il ne faut peut-être pas être obsédé par la revanche. En tout cas, pas par la rancœur, la vengeance. Ce qui compte, c'est pas tant ce que l'on subit, mais ce que l'on en fait. Et ce que cette histoire m'a appris sur les niveaux départ, s'arrête pas là, parce que, à peine sorti de l'hôpital, Henrik Vanier clame dans les médias qu'il va super bien, il veut retourner tout de suite au travail avec un bras qui ne bouge plus, des douleurs atroces dans les cervicales, mais il dit « J'aurais dû mourir, donc maintenant, plus rien n'est grave ». Et puis un mois après, il s'effondre. Dépression, arrêt maladie et surtout la terreur. Il se réveille la nuit en hurlant, il a vu le tireur au-dessus de sa tête pointant un Beretta. Il le voit partout, il entend son pas derrière lui dans la rue. Il fait installer des caméras de vidéosurveillance tout autour de sa maison, un rideau de fer sur la porte, il faut laisser les volets fermés nuit et jour. Moi, j'ai sa femme, Anne, au téléphone, qui me tient au courant. Henrik aussi me raconte, on se parle souvent. Mais il a beau être lucide, conscient de ses peurs, il a beau voir une psy, qu'il trouve formidable, il a l'impression que ça n'avance pas, qu'il ne s'en sort pas. Et nous aussi, on a ce sentiment. L'impression que Joseph Sipility, finalement, a gagné. Il a réussi à l'emmener du côté de la noirceur, à faire de lui un homme obsédé par la peur. Il a fallu de longues années et tout l'amour de ses proches pour qu'il se relève. 6 ans pour qu'il puisse travailler à nouveau. 8 ans pour qu'il puisse à nouveau retourner au palais de justice sans trembler de tous ses membres, enfiler sa robe d'avocat et plaider. C'était il y a 1 an. Il m'a envoyé ce texto. On est devenus amis. C'est mon seul ami que j'ai connu d'abord mort. Et ces dernières années, je me suis rendu compte que lorsqu'il raconte la scène de crime, le récit d'Henrik a changé. Ça arrive souvent que des gens lui demandent. Et il s'est mis à dire qu'avant de se suicider, Joseph Sipility lui a peut-être dit « Je te laisse la vie ». Voilà, cette phrase est apparue. Et peu à peu, c'est devenu de plus en plus certain. Il lui aurait dit « Je te laisse la vie ». C'est très discutable. Les 3 balles ont frôlé les artères vitales et le cœur. Les 4 chirurgiens qui l'ont opéré parlent de miraculé. La vérité est plutôt que le tireur a laissé derrière lui un mourant. Mais c'est vrai aussi qu'Henrik, j'ai vu se reconstruire ces dernières années. Et je crois que
s'il a réussi à aller si bien aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a jamais éprouvé de haine contre Joseph Sipiliti. À aucun moment, tout au long de ces 9 années, je n'ai entendu un mot de haine dans sa bouche. Le travail qu'on a fait, enquêter sur Joseph Sipiliti, essayer de comprendre d'où venait sa noirceur, a sans doute aidé. Regarder en face la violence de Joseph Sipiliti et comprendre qu'elle venait de lui, de sa vie à lui, pas de celle d'Henrik Vanier. Henrik n'était que le transfert, pas l'origine. Il fallait rendre la violence à son auteur, ne pas la faire sienne en tant que destinataire. Regarder la violence en face, ne pas éprouver de rancœur, est ce qui a permis à Henrik de se libérer de la violence reçue. C'est ce qui lui a permis, après le crime, après le temps du traumatisme, de prendre un nouveau départ.